Hello, Salut! salut Perrine, salut Laure, merci d'être là. On attend un peu que les gens arrivent. Et bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vois qu'il y a déjà 27 personnes, ça fait super plaisir. Bienvenue sur ce webinaire. Et voilà, on va patienter encore une petite minute ou deux avant de démarrer. Salut Anaïs, que je connais. Bon, je dis bonjour à tout le monde, mais il y a des gens que je connais. Donc... Hello Léo. Salut Laïla! Bonjour tout le monde. Ouais, Ça génial. grimpe. Ouais, ça grimpe, ça arrive, les gens arrivent, c'est génial. Trop beau le tableau. Bon, a priori, les gens n'ont pas trop faim, donc ils se sont connectés. Salut Sarah! Il y a encore ce midi. Salut Rami. On a faim de savoir, ouais. On n'a pas faim, il y a rôti ce midi. Merci Léo. Ouais, il sort du four le rôti. On va vous le servir. Allez, on se laisse encore une petite minute et ça fera venir les gens. L'avantage, c'est qu'on ne vous voit pas manger, alors allez-y. Hein. C'est vrai. C'est vrai que nous, on voit personne, à part les petits messages dans le chat, donc n'hésitez pas d'ailleurs. Gardez votre clavier pas loin, hein, parce qu'on va vous demander de participer. Hein. Perrine, Laure, est-ce que vous êtes prête? On est prête. Bon, super. Bon, j'introduis très rapidement. Déjà, on est super content de vous recevoir, Perrine et Laure, pour ce super rôti de mamie, le webinaire Yeta. Donc, sur le sujet aujourd'hui de l'éco-conception digitale. Donc, comment mettre en place une démarche d'éco-conception digitale? C'est un sujet qui nous touche particulièrement chez Yeta. Et on a hâte d'en savoir plus. Du coup, je vous laisse la parole et c'est à vous. Merci. Merci Raphaël. Merci d'être si nombreux à venir nous écouter ce midi. Donc moi, vous l'aurez compris, je m'appelle Perrine. Je suis accompagnée de mon associé Laure. Bonjour tout le monde. Nous sommes product designers depuis un peu plus de 10 ans maintenant sur tous les sujets du digital, incluant la research, la conception, la création de sites, d'apps, d'outils SaaS, de plein de produits digitaux. Alors, pour démarrer, en fait, pour introduire un peu le contexte, ça fait des années, nous, qu'on travaille pour des marques du CAC 40 et d'autres. Et on a pris conscience que le digital prend de plus en plus un fort impact sur la planète. Nous, dans notre vie personnelle, on met énormément d'efforts avec Laure au quotidien pour alléger notre empreinte carbone. Donc, on a mis en place le zéro déchet, on fait attention à notre mobilité, on a toutes les deux une maison bas carbone. Et en fait, on s'est rendu compte que dans notre vie pro, on ne le faisait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, on s'est posé beaucoup de questions, on s'est remis en question. Et depuis des mois maintenant, on cherche à avoir un impact en tant que designer. Et comme certainement beaucoup d'entre vous aujourd'hui, et c'est pour ça que vous êtes là à nous écouter, c'est comme ça qu'on a décidé de créer Design for Change. En fait, l'essence même de notre entreprise, c'est de sensibiliser, de former et de conseiller, et évidemment de mettre en place les bonnes pratiques du design à impact. Nous sommes convaincus, en tant que designers, qu'on a notre part de responsabilité dans les enjeux environnementaux sur tout ce qu'on crée au quotidien. Donc, tous les produits digitaux qu'on va sortir. Et le constat, c'est que, en fait, je pense que 80% de nos clients n'ont pas conscience de l'impact du digital sur la consommation des ressources.
Il doit y avoir 10% qui ne savent absolument pas par où commencer. Et puis, on a aussi 10% qui s'en foutent totalement. Donc, on va le voir par la suite. En gros, nous sommes aujourd'hui dans une sorte de course à la fonctionnalité. Dans le digital, tout le monde cherche à ajouter beaucoup plus de techno, beaucoup plus d'IA, beaucoup plus de gamification, toujours plus de contenu. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, merci de nous donner la parole aujourd'hui. Nous sommes très heureuses de partager avec vous notre quête vers un design inclusif, vers de l'accessibilité et de l'éco-conception, au service d'un business en fait toujours plus éthique et toujours plus qualitatif. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est comment mettre en place une démarche d'éco-conception en entreprise. Je vais vous montrer rapidement le sommaire. On va prendre un peu de hauteur. Donc, on va vous expliquer qu'est-ce que le numérique responsable, quel est le constat en 2024, et on va rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce que l'éco-conception, quels sont les référentiels qui peuvent nous aider, les actions, les outils et les avantages qu'on peut en tirer pour nos clients. Pour démarrer, je vous l'avais promis, prenez vos claviers. On va juste vous faire un tout petit quiz pour, là, on profite que vous soyez tous attentifs. Dans votre foyer, donc vous, si vous êtes en couple ou votre famille, combien d'équipements connectés possédez-vous chez vous? Quand je dis équipements connectés, ça comprend évidemment votre smartphone, votre Apple Watch, votre ordi, votre robot qui fait le ménage, votre machine à laver, votre four connecté qui prend la température de votre poulet, votre domotique. Tout. On a une quarantaine. Et par foyer ou? Ouais, par foyer. Donc, ça, si vous avez vos enfants qui ont un téléphone aussi, il faut le compter. Votre mari aussi, s'il a un iPad, enfin tout. Combien d'ordinateurs à la maison? Tout est. Une vingtaine, une dizaine. 6, 4. Il y a beaucoup. 30. Waouh. 2 douzaines, ouais, 15 environ. Donc, on tourne autour d'une quinzaine. Ok. Donc, en moyenne, en France, on a environ 15 appareils connectés. Sachant qu'il y a des familles qui n'en ont pas du tout, donc c'est vraiment une moyenne. C'est pas mal. Déjà, ça met en avant le fait que le numérique est hyper important aujourd'hui. Ça prend une place énorme dans nos foyers. Le téléphone, le Nokia 3310, ça compte ou pas? C'est connecté, ça? Oui. Oui, ça compte. Donc, avant toute chose, on va parler de numérique responsable. Et moi, j'aimerais rappeler quelque chose. C'est que un service numérique, c'est là pour répondre à un besoin réel, donc c'est-à-dire un besoin utilisateur et non une envie. En fait, on ne va pas créer un service numérique juste pour faire du numérique ou de la numérisation. On répond à un besoin au plus juste, tout en prenant soin de la consommation des ressources pour ne pas trop solliciter notre matériel. Et tout ça en gardant les bonnes performances, des performances optimales. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le numérique responsable. C'est une démarche d'amélioration continue qui vise à améliorer l'empreinte écologique et sociale du numérique. Première info clé, attention très importante, le numérique responsable n'existe pas en tant que tel. C'est-à-dire que la meilleure pollution, c'est celle qu'on ne crée pas. Si vous ne voulez pas polluer, ne faites rien. Si vous créez quelque chose, à partir de ce moment-là où vous faites une action, vous engagez du carbone, en fait. Et deuxième info, si ce n'est pas utile, alors ne le faites pas. On cherche, en fait, dans le numérique responsable, à répondre aux 3 U. C'est le utile, utilisable et utilisé. Donc voilà, maintenant que j'ai fait cette petite intro choc, le numérique responsable, c'est quoi? C'est 3 piliers. 3 piliers à bien distinguer. La première, c'est les personnes, c'est-à-dire que c'est la réduction de l'empreinte sociale. Donc ça comprend l'inclusion, ça comprend l'éthique et ça comprend l'accessibilité. En fait, cette frontière-là, elle est hyper faible entre le pilier des personnes et le pilier des planètes, de la planète. Vous allez voir pourquoi.
parce que on va retrouver certains aspects dans l'architecture des services. On va avoir une UX plus fluide, plus simple. On va prendre en compte des devices d'ancienne génération. On va aller dans un sens de qualité. Et donc, du coup, voilà, cette frontière, elle est hyper simple. Mais aujourd'hui, on ne s'adresse pas à ce pilier-là. Le deuxième, c'est la prospérité. La prospérité, c'est tout ce qui comporte l'attractivité économique, la juste rémunération des acteurs. C'est le pilier qui cherche à façonner une économie numérique équitable, éthique, bénéfique pour l'ensemble de la société. Donc, on va avoir au cœur de cette démarche une volonté de créer un environnement où on a des avantages qui profitent à toutes et à tous. Et enfin, le pilier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la planète, la réduction de l'empreinte environnementale. Et c'est là où on va parler de notre sujet phare qui est l'éco-conception. Donc, on va partir d'un constat. Effectivement, le numérique, ce n'est pas palpable. Donc, c'est difficile de se dire quelle est l'empreinte environnementale du numérique, vu que c'est pas palpable, et aussi sensibiliser aussi sur le fait que les entreprises ne sont pas au fait de cette notion, que ce soit les entreprises ou les individus, on n'est pas au courant des impacts qu'a notre numérique quand on se sert de notre Apple Watch, de notre téléphone, de nos apps, quand on surfe sur le web. Eh bien, on ne se rend pas compte de l'impact environnemental que peut avoir le numérique. Et on va vers donc un constat avec des chiffres qu'on va voir donc juste après. Donc là, on va voir les premiers chiffres sur l'empreinte environnementale du numérique dans le monde. Donc, on part de plus gros, donc avec les 4,2% sur l'énergie primaire, sur les GES 3,8%, sur l'électricité 5,5% et la consommation d'eau 0,2%. On peut voir que cette empreinte environnementale est clairement en augmentation. On voit qu'en 2010, on était par exemple à 2,5 pour l'énergie primaire et on a plus que doublé avec un 6,3 aujourd'hui. Donc, on pense que cette empreinte, elle va doubler pratiquement tous les 8 ans avec l'essor des objets connectés. Donc, on voit que, effectivement, on l'a vu auparavant, que les foyers sont de plus en plus connectés avec l'essor de l'AI, de la 5G, des véhicules électriques, des streamings, des vidéos en ligne. Donc, on va penser qu'en 2030, il y aura à peu près plus de 10% des GES mondiaux et plus de 20% de la consommation d'électricité que va représenter le numérique. Donc, c'est en pleine expansion et c'est énorme. Donc, quelques chiffres sur l'équipement et l'utilisation du numérique. Donc, d'abord, sur l'équipement, il faut dire que c'est pratiquement 40 smartphones achetés dans le monde chaque seconde. 50 milliards d'objets connectés. En 2020, 53 millions de tonnes de déchets électroniques. Alors, très dur en plus à recycler. Et au niveau de l'utilisation, 80% des données du web sont utilisées par la vidéo. Donc, on va parler de Netflix, de Disney+, enfin de toutes les plateformes de vidéo. Aussi TikTok, Instagram, enfin là où on scrolle sur les vidéos. 293 milliards d'emails échangés chaque jour, envoyés chaque jour. Donc, c'est énorme. Et il faut savoir que l'envoi d'un mail, c'est la consommation d'une ampoule pendant 1 heure. Et que 75% de ces emails qui sont envoyés sont des spams. Donc, je vous laisse faire le calcul, que ça fait énorme. Enfin, quand on fait attention, c'est là où c'est un contraste énorme. Quand on fait attention à l'ampoule qu'on éteint dans la chambre de son fils ou dans le salon en se disant c'est pas Versailles ici, faut croire qu'en fait, on reproduit un peu Versailles dans notre boîte mail, à garder des spams, à ne pas faire le tri de nos mails. Donc, on peut voir que ça a un impact énorme, en fait, le numérique. On ne s'en rend pas compte, mais rien, parce que ce n'est pas palpable. On peut voir donc, du coup, que l'utilisateur est responsable par son usage. En fait, donc, quand vous utilisez votre mail, quand vous surfez, quand vous utilisez vos apps, eh bien, par son usage, on utilise, on consomme et on augmente notre empreinte environnementale. Et il y a un aspect qui est l'obésiciel. Aujourd'hui, nos outils, que ce soit au niveau de nos applications, des logiciels qu'on utilise, ils sont de plus en plus énergivores. Et on peut voir par exemple qu'avec Windows, qu'en 10 ans, 10-15 ans, on a énormément augmenté en fait, les spécificités qu'on a besoin pour l'exploiter. On voit que c'est 171 plus puissant qu'on demande au niveau des RAM et 60 fois plus puissant aussi au niveau des CPU. Donc on voit bien au niveau de la courbe que en plus on a cet effet obésiciel qui demande de plus en plus
d'énergie et de performance à nos outils pour le numérique. Deuxième petit quiz. Entre 1995 et 2022, par exemple, le poids moyen d'une page, quand vous surfez sur l'Internet, a été multiplié par combien? Je vous laisse répondre dans le chat, si vous avez des idées. 165, 110, 110, 60. Entre vous ceci, entre 110 et 165. Alors, 200. Ah oui, bah là. 50. Ok. Moi, je vous donne la réponse. Eh bien, 165 fois plus lourde. Donc, en 95, on était à 14 KO la page. 2011, 470. Et en 2022, 2000. Faut savoir que c'est une moyenne. Et on peut voir certains sites qui montent bien plus haut, comme 5000 KO. Et qu'en plus, avec l'arrivée de la 5G, du streaming, enfin de tous les outils qu'on a qui sont de plus en plus performants, et bien que les poids ne font qu'augmenter. Et du coup, augmenter aussi l'empreinte environnementale du numérique. Ouais, ça s'explique par quoi? Ça s'explique par justement le débit Internet qui est plus important et qui permet justement de charger de plus en plus de choses. Et peut-être aussi, j'espère que je ne spoil pas la suite, mais par nous, côté design ou produit, en fait, on va pas se dire, on va pas chercher à avoir la taille d'image, par exemple, optimale pour le site. Si on peut mettre une meilleure, la plus grande qualité, on va la mettre en se disant que ce sera toujours mieux pour les utilisateurs, alors qu'en réalité, on a peut-être, en fait, là, on n'est pas dans l'éco-conception du coup. Là, on va faire des effets, des animations, mettre une vidéo en lecture automatique. Et ce qui fait que ça alourdit énormément le poids d'une page, de mettre. Et puis aussi le client souvent qui veut plein de contenu, qu'on parle de plein de choses, donc on va alourdir la page. Et c'est ce que j'ai dit en intro, c'est qu'aujourd'hui on est un peu dans une course à la fonctionnalité, une course à l'armement, et on veut toujours mettre plus d'IA, plus de contenu, plus de fonctionnalité tout le temps, alors qu'on n'en a pas toujours besoin. Clairement besoin, c'est ça. Donc maintenant qu'on a fait ce chapeau numérique, on va s'attaquer au sujet phare d'aujourd'hui qui est l'éco-conception. Et comment on définit simplement l'éco-conception? Donc, comme le numérique responsable, c'est avant tout une démarche d'amélioration continue dans le but de concevoir un service numérique qui permet de diminuer son empreinte environnementale. À ça, on cherche à réduire donc l'impact du numérique et c'est toujours lié à des avantages qui sont liés à du business as usual. Donc, on rajoute toujours plein de fonctionnalités ou des services tiers et il faut parfois, alors qu'il faut parfois faire des concessions, il faut parfois se poser des questions sur comment on peut faire différemment, est-ce qu'on en a vraiment besoin et aussi, ça englobe un travail sur le changement des habitudes. Donc là, on vous a mis quelques chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte de la course, encore une fois, à ces fonctionnalités, comme on l'a dit tout à l'heure. On estime à environ la moitié des fonctionnalités logicielles demandées par les utilisateurs qui ne sont jamais utilisées. Donc ça, il faut le savoir. Il y a 25%, donc là, moitié ou 25% des applications qui ne sont jamais utilisées. Il y a 70% qui ne sont pas indispensables. Donc, c'est-à-dire que parmi la moitié qui n'est pas utilisée, il y a 70% qui ne sont pas indispensables. C'est énorme, en fait. On ne se rend pas compte. On dit, c'est là où, encore une fois, dans mon intro, je parlais de responsabilité du designer, parce que on a tendance à dire oui, à rajouter le truc parce que c'est fun, à se dépêcher de maqueter, alors qu'en fait, on a ce travail de sensibilisation et de formation auprès de nos N++, pour leur faire comprendre ce genre de choses. Mais en réalité, il faut savoir aussi autre chose, c'est que l'impact le plus important du numérique, il se trouve dans la fabrication du matériel. On a 80% de l'impact du numérique qui vient de la fabrication. Donc c'est là où vous me dites, mais attendez, tu es en train du coup de nous dire que les conceptions, ça n'a pas tant son importance que ça. Mais en fait, si, tout est lié. Parce que tous nos logiciels sont trop lourds. Donc c'est là où Laure, elle parlait d'obésiciel.
on a des produits digitaux qui ne sont pas éco-conçus, donc ils empêchent nos devices de bien fonctionner, voire pire, de les tuer à petit feu. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait dans ces cas-là? Ben, ça ne marche plus, ça rame, la batterie tient plus, alors on jette et on rachète. Et c'est un cercle vicieux, je conçois mal, je consomme plus de ressources, je sollicite mon matériel, et donc, obsolescence programmée, je jette et je rachète. Donc c'est ça en fait, le but ultime de l'éco-conception, c'est d'économiser vos appareils, vos batteries, vos écrans. Bon, ça a l'air complexe comme ça. Mais il y a plusieurs niveaux et il y a un vrai mindset à adopter dans l'éco-conception. Le premier mindset, c'est éviter, en fait, éviter tout ce qui est inutile en termes de fonctionnalité, de contenu, et il faut s'autoriser à refuser, en fait, ce qu'on vous demande. C'est-à-dire qu'il faut le justifier, évidemment, hein, on ne refuse pas, on ne dit pas non tout le temps, mais mon rôle à moi, de designer au quotidien, c'est de dire, bah, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut éviter ça? Et pourquoi? La deuxième chose que vous devez avoir en tête, c'est de réduire. Donc là, Laure va aller un peu plus loin dans ce détail-là juste après. On va réduire le poids de toutes ces fonctionnalités et on va trouver des astuces, en fait. Et la troisième, c'est de compenser. Donc, quand je ne peux pas faire autrement, comment je compense cette perte par un gain autre? Et nous, aujourd'hui, on va vous parler du premier niveau de difficulté. En fait, dans l'éco-conception, il y a 4 grands niveaux de difficulté. On pourrait en parler des heures, mais comme on n'a qu'une heure, on va vous parler du premier niveau qui est le plus important parce que c'est finalement le plus rapide et le plus simple à mettre en place. C'est l'optimisation technique. Donc, c'est tout ce qui va être justement fonctionnalité. Hop, je vois une erreur, je vois un truc à optimiser, je demande à mes devs, dans 2 semaines, c'est fait. Ensuite, il y a l'architecture applicative, c'est le deuxième niveau. Il va commencer à, donc, comme son nom l'indique, à inclure l'architecture de votre produit digital, mais aussi les utilisateurs. Donc là, ça devient un peu plus complexe, ça demande plus de protocoles, plus de temps pour étudier, ce genre de choses. Ensuite, on a atteint un niveau 3 qui est l'innovation fonctionnelle. Donc, on monte en gamme, donc on monte en difficulté de recherche. Là, il va falloir aller faire plus de design thinking, plus d'innovation. Et la solution 4, elle est radicale, en fait. C'est prendre une nouvelle direction business et aller vers des innovations de rupture. Donc, par exemple, de la low-tech. Donc, sur quel référentiel s'appuyer pour nous aider à adopter justement cette éco-conception dans le numérique? Il y en a plusieurs. On va faire un focus aujourd'hui sur le RGESN. Et on va parler un tout petit peu, là je parle rapidement du W3C qui existe déjà donc depuis 1994, qui définit les standards techniques du web, c'est international. Et le RGESN, il a vu le jour il y a à peu près 1 an. Donc c'est le référentiel général d'éco-conception de services numériques. Il y aura la point 2 en mars 2024. Alors c'est un outil de recommandation et de conseil initié donc par l'INR, qui avait à l'origine 500 critères, donc un peu énorme enfin quand on veut s'y attaquer et l'adapter aux professionnels et qu'il soit adaptable par tous. Donc il a été revu et ils ont établi 8 thèmes. Alors il y en a plusieurs, donc stratégie, spécification, architecture, UX, UI, enfin je les passe, avec 79 critères qui vous aident en fait du coup à vous donner des objectifs. Donc ça c'est la première version. Donc, à quoi il sert? Donc, la première étape, ça va être former. Donc, c'est là où on va prendre... Donc, souvent, ça va être un projet avec vos clients, donc, ou un nouveau projet ou une refonte. Donc, d'abord, dans un premier temps, ça va être de les sensibiliser en bonne pratique, qui se renseignent sur le RGESN, qu'on revoit avec eux les 79 critères, vérifier avec eux quels sont leurs objectifs, quelles règles on va appliquer. Est-ce que c'est 50% des règles? Est-ce que c'est 75%? En fait, c'est vraiment à ce moment-là où on va établir les KPIs et les objectifs qu'on va se donner parce que, effectivement, si on part d'un site où nos pages sont à 10 MO, on s'entend qu'on va essayer d'améliorer et de passer à 5 MO. Voilà, tout, c'est d'améliorer le site et de voir quels sont les objectifs qu'on se donne et les règles de jeu. En deuxième, ensuite, ça va être en période de production, ça va être d'accompagner le client.
et donc de faire des runs avec tous les différents métiers, que ce soit les devs, les fronts, en front et en back, avec l'UX, lui, enfin les différents métiers, pour voir si on répond toujours aux objectifs, si on y arrive toujours, si on peut faire mieux, ou si on n'y arrive pas, ben, comment on peut trouver une autre solution pour y parvenir, ou en tout cas, ben, voilà, essayer de se les rappeler pendant toute la production, les différents objectifs et les différentes règles qu'on s'est donnés pour atteindre ces objectifs. Donc là, vous avez les différents points, vous pouvez le voir sur le site du RGESN. Il vous détaille à chaque fois donc, les objectifs, la mise en œuvre et les moyens de test ou de contrôle. Ouais, je me permets de te couper, Laure, mais c'est super cool. Et enfin, tu vois, moi, j'avais pas du tout connaissance de ce site. Et rien que déjà de le savoir et de savoir qu'il y a des guidelines qui sont donnés par le gouvernement et que tu peux aller regarder, tu peux aller consulter et suivre. Donc déjà, c'est déjà une étape par rapport à. Enfin, tu sais, le problème est souvent de comment. On commence, ouais. Comment commencer, par quel bout prendre le truc et de savoir qu'il y a ça, rien que de le mettre dans la main des gens. Voilà, et en plus, on fait vraiment un système d'écumoire parce qu'on commence d'abord par la stratégie. Donc, dans les 8 thèmes qui sont établis, on commence par la stratégie, après la spécification. Donc, comme on en parlait auparavant en Perrine, est-ce que c'est un réel besoin? Est-ce qu'il répond, par exemple, à un ODD? Est-ce que c'est un réel besoin? Et après, on y va enfin, il y a un système d'écumoire et après, on va donc dans l'architecture, dans l'UX UI et on finit par l'hébergement en passant par les métiers. En fait, on regroupe tous les métiers, c'est ça qui est vraiment bien. Et après, il y a différents critères, donc les 79, qui vous aident à vous aiguiller et comment faire un site éco-conçu. Comme je disais au tout début, en fait, c'est pas un non. Enfin, les entreprises, c'est pas qu'elles veulent pas le faire, c'est qu'elles en ont pas conscience du tout. Et donc après, en troisième temps, c'est donc auditer et donc faire un run. Et vous avez un outil qui est mis en place par le gouvernement, un premier en tout cas, qui s'appelle NUM EcoDiag. Et en fait, pendant que vous faites la production, vous remplissez au fur et à mesure les objectifs que vous avez remplis ou pas, pour savoir si vous êtes conforme, non conforme. Et à la fin, ça vous donne un graphe pour vous savoir donc, à combien de critères vous avez pu répondre sur les 79. Si vous avez réussi à améliorer et ça vous donne du coup une idée un peu du résultat de vos objectifs. Donc la démarche, avant tout, eh bien, c'est de sensibiliser parce que bien que le RGESN maintenant existe depuis un an, comme on l'a dit auparavant, les entreprises ne sont pas au courant. Donc avant tout de se lancer dans un projet, il va falloir sensibiliser et ça va passer par 3 pôles. L'aspect financier, donc le pôle financier de l'entreprise qu'il va falloir rassurer et en tout cas communiquer dessus en leur parlant de ROI et qu'il faut donc qu'il y ait le risque d'image et financier qui est pris en compte et donc que les conceptions peuvent améliorer leur image. Il y a le pôle dirigeant, donc c'est en leur parlant de la concurrence et de la notoriété, éviter le greenwashing et justement que ça peut vraiment améliorer l'image de marque de leur entreprise d'avoir un site éco-conçu et de mettre en avant que ça fait partie de d'un sujet qui sont sensibles, enfin, auquel ils peuvent être sensibles. Et donc, ça rassure aussi les utilisateurs et les clients de voir que l'entreprise pense à cette démarche-là et de réduire son impact environnemental du numérique. Et après, les salariés, parce qu'aussi on peut passer par les salariés pour remonter au niveau des dirigeants, pour justement les sensibiliser aussi sur les conceptions pour que ils l'appliquent aussi dans leur vie professionnelle et qu'on peut aussi du coup toucher le numérique et au niveau des salariés et donc au niveau des dirigeants et de l'aspect financier. Et donc les actions possibles, donc on va rentrer dans le dur du sujet. Donc comme on en parlait, on a beaucoup de notes. On part sur la première étape, donc sans passer par les utilisateurs, sans faire, enfin, voilà, ce qui est le plus facile à faire dans un premier temps, sans tout chambouler. Et ça passe, en fait, vous pouvez vraiment améliorer votre empreinte carbone, enfin, en tout cas, diminuer l'empreinte environnementale de votre entreprise en faisant des actions très simples. Donc, elles sont issues du RGESN, donc via les 79 critères. Donc, comme on en parlait encore, on va le répéter, mais il faut questionner la numérisation. Est-ce qu'elle répond à un réel besoin? Est-ce qu'elle répond à un objectif peut-être ODD? Est-ce qu'on n'exclut pas aussi certaines personnes en numérisant ce service?
Là, on va passer aussi de l'accessibilité, mais c'est en parallèle. En 2, définir le besoin réel, donc quantifier le besoin, éliminer ce qui n'est pas essentiel. Là, je vous invite à avoir une technique qu'on a découvert durant le salon de les conceptions des designers éthiques, la méthode de l'écumoire, qui permet vraiment en fait qui a été créée par LunaWeb, l'agence, et qui permet vraiment de se focaliser sur les besoins principaux des utilisateurs, sans, comme on disait, partir dans des features à tout va et alourdir le service. Simplifier le parcours utilisateur. Donc ça, on peut prendre par exemple l'exemple du site des impôts, où on voit que parfois le parcours n'est pas du tout clair, et en le simplifiant, du coup, éviter la complexité, que l'utilisateur puisse rester le moins de temps possible et avoir ce qu'il veut le plus rapidement possible. Donc voilà. Pensez aussi en mobile first. Donc, concevoir en mobile first pour aller à l'essentiel. Si vous passez en mobile, vous allez penser aux fonctionnalités les plus importantes. Et après, ce qui fait que quand vous allez passer en desktop, du coup, ça va alléger et vous allez rester à l'essentiel. On parlait d'optimiser les images. Alors ça, c'est tout bête et ça a beaucoup d'impact parce que quand on voit les sites d'e-commerce, il y en a beaucoup, ou même les sites de streaming, où il y a des images partout. Donc, si vous arrivez déjà à optimiser les images, ça peut énormément déjà réduire le poids de la page. Un exemple tout bête, là, on a comparé 2 photos. Il y en a une qui est en HD et une qui a été compressée. Et sauriez-vous me dire laquelle est en HD? À droite. Sachant qu'on n'a pas triché, hein, c'est vraiment, il y a une image qui est vraiment compressée par rapport à l'autre. Hein. Ah ouais, non, on voit quasiment pas la différence, honnêtement. Ouais, c'est difficile, ouais, justement, comme quoi, il faut y... Ouais. Bah ouais, il y a justement, Rami, il n'y a pas de différence. Enfin, je veux dire, en termes de visuel. Ouais, incroyable. Visuellement, vous voyez, c'est très dur de faire la différence. Enfin, on ne le voit pas au premier abord. Et on voit donc la photo originale qui fait 5,8 MO à gauche et celle qui en fait 602 KO qui a été exportée. Et on voit 0 différence. Donc, en fait, en ayant des bons outils, déjà, ça. Ouais. Les graphismes sont répondus. J'aime bien là, sur la slide, sur 2 slides d'avant, Laure, pardon. Ouais. Ouais, celle encore avant. Tu disais définir le besoin réel, simplifier au maximum. Ouais, donc c'est la slide d'après, pardon, c'était là. Ça me fait penser un peu dans la Product Discovery Discipline, dans la partie Observe, où il dit faut tacler le first use case pour les utilisateurs. Et en gros, se focaliser là-dessus pour trouver le problème à résoudre et ensuite derrière trouver la solution qui va bien. Et finalement, c'est un peu ça. On a tendance, quand on est dans la conception d'applications de sites ou de SaaS, à vouloir rendre service à tout le monde. Et en fait, finalement, parfois, on rend service à personne. Autant tacler le bon problème et trouver la bonne solution à ce problème que de mettre 10 000 fonctionnalités avec dans les 10 000, 9 999 qui ne sont pas utilisées, quoi. Donc, il y a en plus ce côté, le côté optimisation et éco-conception, il y a aussi répondre aussi aux bons problèmes, quoi. Donc, mais en soi, on n'invente rien. Dans ce qu'on est en train de dire, on n'invente rien. Ouais. L'essence même du designer, en fait, et quand je mets un grand D à designer, hein, que ce soit les UX, les UI, les researchers, même la data, ou les PO, c'est la base de notre métier. C'est juste qu'on a tendance à l'oublier, en fait, de penser de manière minimaliste, optimale, de pas en rajouter et en faire des caisses. Enfin, voilà, c'est l'essence même de notre métier. Ouais, bien sûr. Même l'écumoire, ça fait penser à la philosophie du lean. Tu vois, le truc, faut que ça soit toujours vraiment le minimum, etc. Donc c'est vrai qu'on revient. En fait, c'est juste revenir à l'essence de notre métier, mais en plus, ça a un impact et c'est cool de le savoir et de savoir comment le faire ou comment revenir à ça en tout cas. Voilà, comment le rappeler. Enfin, surtout, c'est se souvenir que, oui, il y a un besoin et on doit répondre aux besoins sans en développer et en créer d'autres à tout va. Au niveau des actions aussi, limiter les plugins ou les widgets. On voit beaucoup, par exemple, pour les réseaux sociaux, on peut le limiter en mettant juste une image et un lien ou un simple lien texte.
Et il faut se poser encore la question à chaque fois de quelle est vraiment l'utilité de ces plugins ou ces widgets. Et par exemple aussi pour Google Maps, il y en a plein qui le mettent en interaction où on peut naviguer dedans, mais en fin de compte, juste une image cliquable, la personne, elle va pas vraiment l'utiliser sur le site, elle va aller souvent après sur son Google Maps à elle ou sur son téléphone. Donc du coup, il n'y a pas d'intérêt, ça pèse lourd. Et voilà. Donc, du coup, voilà. Des solutions rapides pour remplacer ce genre de choses. Et limiter le chargement aussi, ça va être plutôt au niveau des devs qui vont pouvoir limiter ça. On a pu voir avant dans des données que 57% des gens ne scrollaient pas. Donc, ils restent en haut de la page. Et ce qui fait que souvent, les pages sont chargées automatiquement. Tout le contenu est chargé automatiquement. Donc, d'où le poids aussi d'une page qui est lourd. Et limiter le chargement, ça va limiter au point de vue. Et donc, du coup, on limite le chargement et on limite le poids de la page. Et comme on voit que les personnes ne scrollent pas, en fin de compte, voilà, des astuces toutes bêtes, mais qui peuvent vraiment limiter le poids de la page. Et d'autres actions possibles, alors il y en a plein d'autres. Utiliser des polices standards. Trop personnalisé, ça pèse beaucoup. Ça demande des requêtes constantes. Développer aussi en étant compatible pour les bas débits et ancienne génération. On le voit bien parce que je vous mets au défi de vous connecter à un site en mode Edge. Il faut limite, la 3G, c'est quand même compliqué. Il faut maintenant aujourd'hui de la 5G souvent pour aller sur des sites, les derniers en tout cas. Opter pour des couleurs moins énergivores. Donc l'utilité du dark mode ou du light mode. Diminuer le nombre d'animations. Éviter de faire des effets waouh dans tous les sens avec des animations sur tous les boutons, sur toutes les... Enfin, c'est pareil, ça apprend beaucoup de choses. Oubliez le scroll infini, bannissez aussi également l'autoplay, que les vidéos ne se mettent pas en lecture toutes seules quand vous ouvrez une page. On donne le choix à l'utilisateur de les lire ou pas déjà, et que ça évite de charger une vidéo pour rien. Surtout si la personne ne voulait pas forcément la voir. Évitez les dark patterns et aussi l'hébergement, vous pouvez avoir des hébergements plus écologiques. Je reviens sur une question là qui vient d'être posée sur le dark mode. C'est une très bonne question et c'est un sujet qui est très clivant. En fait, ça dépend vraiment de la qualité des écrans. Enfin, il y a un type d'écran qui consomme beaucoup plus en fonction des couleurs. Mais les Mac, par exemple, ça va être kiff-kiff. Donc, c'est pas faire un dark mode, ça va pas changer par rapport à un light mode. Surtout qu'un produit digital qui est mal conçu en dark mode, avec peu de contraste, va demander à l'utilisateur d'augmenter sa luminosité d'écran. Et donc là, en fait, ça sert à rien puisque si on augmente la luminosité de l'écran, on consomme plus de batterie. Qui dit plus de batterie dit on abîme son téléphone, etc., etc. Donc effectivement, on parle beaucoup souvent quand on n'y connaît rien de juste on passe en dark mode et puis c'est réglé. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on va vous partager des outils que vous pouvez activer dès maintenant pour vos projets chez vos clients. Sur Internet, vous pouvez trouver des tonnes d'outils, des tonnes de boîtes à outils qui sont très bien faites. Là, j'en ai mis 2, mais je peux en citer plus. Il y a le Sustainable IT que vous voyez là à gauche, ou le site du GR491, qui est très intéressant, très bien fait parce qu'il y a des filtres. Donc, vous pouvez aller dans votre catégorie de métier pour aller chercher des informations rapidement activables. Bien évidemment, si vous n'avez encore jamais entendu parler des designers IT, c'est le moment où je fais la petite promotion. Ils ont un site internet sur l'éco-conception. Leur site est éco-conçu également. Et on fait dans la communauté des designers éthiques des REX qui sont aussi animés par une personne qui est présente là, Laïla, si tu m'entends. Et je vous invite à venir aussi écouter ce qu'on fait là-bas. Vous y apprendrez beaucoup. En termes de livres, dans un des livres les plus connus, c'est le livre qui est à gauche, Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques. C'est un livre qui évolue régulièrement. Là, il y a une nouvelle version qui sortira bientôt. Il a été fait au sein du collectif Green IT, validé par des partenaires institutionnels comme l'ADEME. Il y a des représentants d'entreprises utilisatrices et des fédérations professionnelles qui ont participé à la création de ce livre. Donc, c'est vraiment un bon livre.
Ensuite, à droite, on vous a mis un exemple de site qui permet de convertir les images rapidement. Là aussi, donc là, il y a Convert.io et TinyPNG. C'est hyper simple d'utilisation. On peut télécharger des outils qui sont directement sur l'ordinateur. Mais si vous n'avez pas envie d'avoir un plugin ou un outil même payant, ça c'est gratuit et ça fait très très bien le taf. Ensuite, il existe beaucoup d'outils de mesure. Donc ça permet de mesurer l'impact de son site internet. J'en ai mis une petite liste ici, Green IT, Google Lighthouse, Ecometer, Green Spector et j'en passe. Donc, c'est des outils, souvent des plugins qui vont permettre, on met soit l'URL du site, soit on est directement sur la page du site. On rafraîchit et là, ça vient nous calculer beaucoup d'informations pour nous donner une note globale. Je vais mettre quand même un petit warning sur ces outils d'évaluation parce qu'en fait, c'est pas des outils qui sont... Il n'y a pas encore aujourd'hui de consensus pour dire que la mesure, elle est comme ça et pas autrement. Et c'est pas reconnu d'un point de vue international. Donc, on va plutôt parler d'évaluation d'un site, dans un cadre particulier, avec un outil particulier. Donc, ne vous amusez pas à changer d'outil quand vous faites votre étude. C'est-à-dire que si vous prenez Green IT, faites votre étude avec Green IT, etc. Parce qu'en fait, chacun des outils va calculer à sa manière. Et va calculer sa manière sur la consommation d'énergie et l'impact carbone. Ensuite, j'avais une petite question sur les hébergeurs verts en tout début de call. Donc, on vous a mis 2 hébergeurs verts. Il y en a d'autres. Je pense qu'on peut vous les partager aussi. Moi, j'en liste sur le côté dans mes favoris. Plateforme et Planet Hoster et bien d'autres. Et finalement, on fait tout ça pourquoi, en fait? Pourquoi? Quand on est impliqué dans les entreprises pour lesquelles on travaille, le plus important, en fait, ce qui va évoluer très rapidement, et on s'en rend pas compte, mais c'est la réputation et l'image de la marque. Si une entreprise se soucie de ses utilisateurs, puisqu'on a bien parlé que faire un service numérique, c'est pour les utilisateurs, si on se soucie de nos utilisateurs et de la planète, en fait, on a tout gagné. On a tout gagné, pourquoi? Parce que ça a un impact sur notre revenu, sur le revenu de l'entreprise. Alors certes, on va devoir mettre de l'argent sur la table au début pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir refaire du dev, pour pouvoir prendre des décisions, etc. Mais puisqu'on a un impact sur nos utilisateurs, on va aussi toucher de nouveaux utilisateurs. Et donc, qui dit plus d'utilisateurs dit sûrement plus de ventes. Et également, troisième point important, c'est que Google est quand même très important aujourd'hui dans le monde du numérique et que Google met l'accent sur le SEO, sur l'éco-conception et sur l'accessibilité, puisque tout est lié, en fait, dans la qualité du code. Yes, merci. J'en profite à chaque fois, je fais les petites questions où vous aviez déjà anticipé les réponses. Donc voilà, vous les voyez à l'écran. Ouais, je vois pas passer toutes les questions, mais on va y répondre après. On a bientôt fini. Alors, le dernier point important, justement pour conclure en fait notre présentation, c'est que souvent on peut entendre ouais, mais l'éco-conception, c'est juste mettre des textes noir et blanc sur une page, on est foutu. Non, en fait, l'éco-conception, ce n'est pas laid, ce n'est pas moche. On vous a mis 3 exemples ici, mais sur un site qui s'appelle L'eau, vous pouvez en trouver plein, on vous le partagera aussi plus tard si vous voulez. Je pense aussi, ma conviction personnelle, c'est qu'en tant que designer, notre métier, c'est de travailler avec les contraintes. Et en fait, finalement, c'est ce qui nous anime, parce que quand on a carte blanche, finalement, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quelle piste prendre, etc. Alors que là, avec des contraintes bien précises, on peut se lancer, on peut même challenger. Et en fait, en vrai, c'est ce qui nous anime, c'est le challenge. Donc, finalement, à vous de jouer. J'espère qu'on vous a donné assez de tips, assez de pistes pour actionner ça chez vos clients. Merci de votre écoute. Surtout si vous avez des questions encore, je pense qu'il y en a eu pas mal dans le chat, n'hésitez pas. J'en profite pour faire une petite promo sur notre newsletter.
En fait, vous la trouverez sur LinkedIn. On écrit un article tous les 15 jours à peu près, donc pas de spam. On va aborder voilà tous les sujets d'accessibilité, beaucoup d'accessibilité, de SEO, d'éco-conception, de RSE, de ESG, voilà, tout de manière très simple et ludique pour que vous puissiez le comprendre facilement. C'est quoi? C'est 10 minutes de lecture à chaque fois, je pense, et pouvoir l'actionner et briller auprès de vos clients. Yes, bah merci beaucoup Laure et Perrine, c'était vraiment super intéressant. On s'est régalé. On va prendre quelques questions. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, y a des questions auxquelles vous avez répondu et donc j'ai juste fait popper les questions en même temps. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? On va essayer de revenir au début. Alors déjà, est-ce que vous allez envoyer la présentation à la fin du webinaire? Ah, fallait prendre des notes, hein. On l'a dit. Bon, Ensuite, donc, alors, n'hésitez pas à nous rajouter sur LinkedIn aussi, et puis on pourra s'appeler ou parler en off sur peut-être des questions qui vous sont plus personnelles en fait. Quelle est l'empreinte carbone d'une requête sur ChatGPT? Est-ce que ça, vous avez une idée ou pas? autant l'empreinte. On a une donnée surtout, c'est que quand tu fais un appel, enfin quand tu crées une image en intelligence artificielle, Laure, je te laisse donner la réponse. Non, parce que quand l'AI est sorti et que plein de monde, enfin moi aussi, hein, on a créé des images sur Photoshop à tout va, où on peut lancer des prompts aussi pour générer des images à tout va. Il faut savoir que générer une image en AI, c'est l'équivalent d'une charge totale d'un téléphone portable. D'accord. Et c'est là, en fait, où c'est hyper trompeur le numérique, c'est que c'est pas palpable. On s'en rend pas compte, on joue, et on génère énormément de ressources. Et voilà, donc avec l'AI, par exemple, voilà, pour tous ceux qui s'amusent, bah, sachez-le, à chaque fois que vous générez une image, vous demandez à générer une image, bah, c'est l'équivalent d'une charge de téléphone. Ouais, c'est dingue parce qu'en plus, bah, tu te dis, allez, je fais une petite image. Ah, bah non, c'était pas ça. Bah, je retente, je peux le faire 10 fois, 15 fois, 20 fois. Là où peut-être, effectivement, sur un Photoshop, tu prendrais du temps, mais moins de. Comme c'est énergivore, bah, tu vas prendre. Ouais. Voilà, plus de temps, en tout cas. Les centaines d'images que générer, bah ouais, c'est ça. Alors après, je pense qu'une requête sur ChatGPT, c'est du texte. Donc ça va peut-être générer moins moins d'énergie, mais moins d'empreintes. L'empreinte moindre. Mais voilà, en fait, il faut y penser qu'à chaque fois, en tout cas, nous, là, pour une image, ça touche plus au niveau du design, mais que sachez-le qu'à chaque fois que vous générez quelque chose sur l'AI, bah, ça génère des ressources et du coup une empreinte. Yes, merci. C'est intéressant parce que je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui à utiliser Midjourney en l'occurrence ou Crayon ou autre et voilà. Donc c'est intéressant de savoir que ça représente une charge de téléphone. C'est quoi une fonctionnalité indispensable? Vous en aviez parlé tout à l'heure en donnant un pourcentage comme quoi 70% n'était pas indispensable si je me trompe pas. Ah bah, ça, c'est complètement individuel, ça dépend de ton produit. En fait, aujourd'hui, on va parler de unité fonctionnelle. Une unité fonctionnelle, c'est grosso modo le parcours utilisateur phare que tu dois avoir pour que ton site internet ou ton app fonctionne bien. Par exemple, la SNCF, tu as besoin de réserver ton billet, bah, ton unité fonctionnelle, ça sera la barre de search. Je mets mes destis, ma date, etc. Je trouve un résultat, le résultat me va, je paye. Basta. C'est ça mon unité fonctionnelle. Donc ça, c'est ma fonctionnalité, c'est mes fonctionnalités indispensables. Maintenant, tu vas venir rajouter à ça de la publicité, des actus, des je sais pas quoi. Et ben tout ça, c'est pas indispensable. Alors bien sûr que ça va être demandé par le marketing, ça va être demandé par les grandes instances parce que voilà, il y a un enjeu business derrière. Mais c'est pas l'unité fonctionnelle primaire. Et alors, du coup, c'est faire des compromis. Vous voulez mettre 6 actus, peut-être en limiter 1 à 2. Éviter peut-être l'image dans l'actu. Enfin, peut-être mettre juste un article, du coup, avec un lien. Enfin, voilà, ça va être des compromis, essayer de trouver des solutions pour essayer, du coup, peut-être répondre à l'objectif de marketing, mais éviter le trop-plein, enfin, de contrôler pour qu'il y ait moins de fonctionnalités qui vont servir à rien ou limiter le besoin avec des fonctionnalités les plus indispensables, les plus courtes. Cool. Merci.
C'est vous qui savez. En tant que designer, researcher, c'est vous qui savez quelle est la fonctionnalité. Pour limiter son empreinte carbone, est-il conseillé de supprimer du contenu ancien de son site? Question de Martin. Je n'ai pas la réponse à cette question. Parce que, bah oui, puisque elle est sur un serveur. Si la page n'est absolument pas visitée, elle prend de la place sur un serveur. Elle sert à rien en fait. C'est comme les mails en fait. Hein, grosso modo, on dit toujours basico-basique, supprimez vos mails. Mais si vous supprimez pas votre poubelle, en fait, ça change rien. Ils sont toujours stockés. On parle souvent aussi pour souvent les actus. Effectivement, il faut penser à pouvoir les supprimer, enfin au niveau du bac, régulièrement, parce que sinon, si vous gardez toutes vos actus d'il y a 3 ans sur votre site, ça sert strictement à rien. Ouais, je pense que même pour aller plus loin et revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, en dehors de conseiller de supprimer du contenu ancien de son site, moi, ce que je comprends, c'est aussi killer les features qui servent à rien. Et ça, c'est hyper important. Et la data, aujourd'hui, les outils d'analytics nous permettent largement de savoir ce qui est utilisé ou pas. Et parfois, pour satisfaire un utilisateur ou deux qui vont mettre une mauvaise note sur les stores et qui nous font peur, on se permet de garder plein de choses. Là où, en fait, parfois, vaut mieux simplement qu'il ait des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées et revenir sur l'essentiel. Vous en avez parlé tout à l'heure. Je trouve que la question était assez proche. Donc, ouais. Allez, on prend une dernière question. Et après, on va laisser les gens aller manger. J'ai vu une question passer sur les technos et le dev. Ouais. En fait, le meilleur des devs, c'est surtout la qualité du code. Donc, par exemple, on a beaucoup parlé là d'images, ce genre de choses, mais tout ce qui peut être fait en CSS sera beaucoup plus léger. Donc, n'hésitez pas à trouver des solutions en CSS plutôt que de rajouter un gros carré d'images quelque part. On peut le voir avec le site de Café Niji dernièrement sur dans la RATP, où les motifs derrière, en fait, on voit donc c'est une petite courbe, et bien c'est un seul picto en CSS qui a été fait et qui a été répété 10 000 fois. Enfin, donc du coup, au niveau poids, c'est rien, et graphiquement, ça rend super bien. Et donc, c'est trouver des astuces comme ça en CSS pour alléger et éviter des images, des JPEG. Voilà. Bon, là, tu parles spécifiquement sur un site internet. Après, quand tu es dans des apps ou du SaaS, je pense que c'est différent, mais c'est intéressant. Ok. Dernière question. Quelles sont les entreprises plus sensibles à l'éco-conception aujourd'hui? TPE, SMB, Big Five? Est-ce que vous avez des idées? Vous connaissez un petit peu? Ils veulent des noms, voilà. C'est une belle question. C'est une belle question. Aujourd'hui, je pense que de mon point de vue, puisque nous, on est en contact avec des entreprises, beaucoup du secteur privé, mais aussi du secteur public, je pense que c'est les entreprises du secteur public qui essayent de s'activer le plus, ou les startups aussi qui ont conscience, qui sont par exemple en train de créer un produit bon pour la planète, un produit écolo, qui sont labellisés sur un produit physique. En fait, elles essayent aussi de se transformer dans le digital. Donc ça, c'est des entreprises qui vont être plus ouvertes et être plus touchées. Maintenant, dans le secteur privé, ce qui les touche le plus, c'est le domaine de l'accessibilité. Donc, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Ça peut faire partie d'un prochain webinaire, Raph, si tu veux. Mais c'est surtout le pilier de l'accessibilité et des personnes qui va compter pour les entreprises du secteur privé, parce qu'elles vont prochainement être soumises à des lois qui sont plus contraignantes, avec des potentielles amendes, ce genre de choses. Mais encore une fois, quand on met le pied là-dedans et qu'on arrive à commencer à les sensibiliser, on peut atteindre ce palier de l'éco-conception. Et puis, ouvrir un peu la boîte de Pandore à ces sujets. Ça permet de mettre Bon, moi, je prêche pour ma paroisse, mais en tout cas, côté Decathlon, ça fait partie des gros enjeux, des gros objectifs de Decat, en tout cas. Là, nous, dans notre département, on a mis en place un outil justement pour mesurer l'impact carbone de nos applications.
Et au niveau conception, éco-conception, en tout cas des produits physiques, voilà, il y a un effort énorme qui est mis là-dessus. Il y a Decathlon Occasion aussi qui existe, qui est une branche de Decat qui permet d'aller revendre les produits qu'on n'utilise plus et les remettre sur un marché de seconde main. Donc voilà, je sais qu'en tout cas, là, on a parlé pas mal, tu parlais des startups et tu parlais des entreprises publiques. Dans le privé aussi, il y en a. Et on sait tous, voilà, ça prend du temps, mais quand on veut et qu'on se donne les moyens, moi j'ai l'impression que on va dans le bon sens aussi, même dans ces grandes entreprises-là. Donc, pour terminer sur le call, en fait, on rappelle encore une fois que c'est une démarche d'amélioration. Yes. Donc aujourd'hui, nous, on travaille avec des clients qui sont du secteur privé, qui hier, franchement, ils en avaient rien à faire et puis ils y connaissaient rien du tout. Et à force de rabâcher, d'expliquer, de monter au pôle RSE aussi, hein, parce que c'est important, ça doit pas rester que au pôle du product. On arrive à faire changer les choses. Et j'ai bon espoir que le client avec qui on travaille aujourd'hui, dans 6 mois, ils seront hyper fiers. Et on a mis en place plein de choses. C'est captivant, c'est challengeant. Et voilà, pour pas citer de nom, mais j'ai bel espoir qu'on y arrive. Ouais, et puis je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Il y a ce côté, comme dans un peu tout dans la vie, finalement, c'est mieux vaut faire petit à petit plein de petits morceaux de choses qui vont nous amener à l'objectif plutôt que de tenter de faire un Big Bang et revenir en arrière parce qu'en fait, on n'a pas réussi à atteindre l'objectif énorme qu'on s'est fixé. Donc, petit à petit, c'est peut-être ça, ça peut être la conclusion, peut-être, c'est de se dire que déjà, à notre petite échelle, d'aller réduire, compresser les images, de commencer à réfléchir à comment éco-concevoir juste la prochaine fonctionnalité qu'on va sortir, de mettre un peu plus d'inclusion aussi et d'accessibilité dans nos produits, on aura déjà fait un bon step. En tout cas, Laure, Perrine, je vous remercie, c'était super intéressant. Merci à tous ceux qui se sont connectés. On vous dit à très vite, donc d'ici 1 mois pour un prochain webinaire qui est déjà bien avancé. Donc, ça sera un sujet assez cool autour du Product Marketing Management, qui est un sujet aussi assez tendance en ce moment. Voilà, merci encore Perrine et Laure. Et puis, n'hésitez pas, je pense, voilà, elles ont mis leur email dans la présentation, donc n'hésitez pas. On est dispo sur LinkedIn, pas de problème. Et pareil pour moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous et bon appétit. Merci beaucoup.